Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau plateau du Café littéraire. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas encore un petit nouveau qui vient de faire son entrée au Café littéraire, c'est Élie Guilloux, voilà, qui avec Anne qui vient aussi de nous rejoindre cette année, nous aide un petit peu parce que Pascal et moi on commence, surtout moi d'ailleurs, plus que Pascal, on commence à être un petit peu fatigués, voilà. Pas fatigué de recevoir des auteurs, hein, on a trop de plaisir pour ça. Donc voilà, pour le prochain, ce nouveau plateau, il nous manque encore quelqu'un, mais elle va arriver dans un instant. J'ai à côté de moi Christophe Onodibio, qui va nous parler de son livre « Mer intérieure », une fascinante déclaration d'amour à la mer et à ses merveilles. À côté de moi, Jean-Paul Kaufmann, qui va parler de son nouveau livre paru aux éditions des Équateurs, qui s'intitule « L'accident ». J'ai dit l'Observatoire pour le vôtre, voilà. Et puis Mine Trente Nuit qui va arriver tout à l'heure, mais qui arrive tout de suite d'ailleurs, et qu'on va applaudir très fort parce qu'elle vient d'avoir le prix Ouest France Étonnant Voyageur. Bravo. Bonjour. Allez. Elle va prendre le temps de se poser tranquillement parce que là, je pense qu'elle court d'un endroit à un autre. C'est ça la célébrité, Mine. Oui, c'est ça. Voilà. Ça tombe dessus du jour au lendemain. Tout à coup, on est là. Alors, on va commencer avec votre livre. C'est vrai que j'ai intitulé ce plateau « Ce qui nous construit » parce que j'ai l'impression que, à chaque fois, tout ce qui est l'histoire de grand-mère, ça nous construit. Certaines choses un peu douloureuses nous construisent, et c'est pas Jean-Paul qui dira le contraire. Et puis Christophe, c'est un petit peu la mer qui le construit. Alors je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, écrivain français, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, où vous êtes notamment responsable des pages culture. Pour Christophe, alors je ne sais pas si c'est vrai, la littérature permet de raconter le fracas du monde, mais aussi ce à quoi on tient. Et là, quand vous parlez de ça, vous parlez seulement des essais ou des récits ou aussi de la fiction? Ah non, tout ce qui est mis en mots de récits, effectivement, que ce soit le journalisme ou que ce soit la littérature, de toute façon, le réel. Et j'aime pas l'expression littérature du réel, comme si l'autre littérature n'était pas du réel. C'est toujours le réel, c'est toujours notre réalité. Qu'est-ce que la réalité? En tout cas, oui, le fracas du monde, mais en même temps sa beauté aussi. Ah voilà. Oui, et sa beauté, ce qui nous sauve. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres traduits dans une douzaine de langues, dont Birman, paru chez Plomb, prix Interallié 2007, Plongée chez Gallimard 2013, récompensé du Grand Prix du roman de l'Académie française et du prix Renaudot des lycéens. Vous avez aussi travaillé avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est venu souvent et qu'on aime énormément, c'est Enki Bilal. Voilà, et Adel Abdessemed, avec qui vous avez travaillé aussi. Vous revenez donc cette année avec ce livre qui s'intitule « Mer intérieure ». Et voilà, vous allez nous parler de cette mer que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, puisque vous êtes originaire du Havre. Une ville que vous avez souvent rejetée au début un peu. Non, je ne l'ai pas rejetée. C'est moi qui ai été rejeté quand je disais que je venais du Havre, parce que contrairement au charme immédiat de Saint-Malo, le Havre n'a pas un charme très, très immédiat. Et c'est vrai, quand vous disiez que vous arriviez du Havre, on vous disait, ah oui, comment ça, cette ville rasée à 90%. On partage ce sort-là avec Brest, un peu. Hein, voilà. Mais ce sont des villes qui ont du caractère, un charme fou, peut-être une beauté pas évidente, mais des villes très attachantes. Et je dis attachant au sens de port d'attache aussi, parce que le Havre reste finalement mon port d'attache. Le Havre, c'est refuge, vous savez, en ancien français. Et donc, je sais que j'ai ma place là-bas. J'ai ma place là-bas. Oui, vous si revenez jamais sur ce nom, justement, du Havre, qui n'était pas le nom premier. Non, le Havre de grâce, voilà, on l'appelait. Bah oui, non, parce que ce livre, puisque c'est ce qui nous construit, la belle phrase que vous avez choisie pour nous unir cet après-midi, moi, ce qui me construit, c'est effectivement cette ville, sa proximité avec la mer et toute ma famille. Mon grand-père travaillait sur les chantiers navals du Havre, il réparait des bateaux sur lesquels il embarquait jamais, mais il m'a nourri d'histoires. Il me parlait de Duguay-Trouin. Il m'avait offert pour enfant les mémoires de Duguay-Trouin. Donc ici, je suis très ému et je pense à lui. Il n'est plus de
de ce monde, mais j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, devant vous. Ça lui aurait fait plaisir de me savoir là. Et puis mon grand-oncle était imprimeur sur le France, dont le port d'attache était Le Havre. Et mon père, qui était géologue, passait son temps à m'emmener chercher des petites dents de requin et des ammonites, des fossiles en fait, dans ces falaises de craie et de silex. Donc tout ça fait une sorte d'écosystème marin qui m'a un peu construit. Ouais. Alors j'aimerais bien, je ne vous ai pas demandé si vous aimiez lire un petit extrait. Je déteste ça. Non, lire à haute voix, j'adore. Ah, bah alors ça va. J'avais envie que vous nous lisiez cet extrait où vous parlez de la différence que vous faites entre... Enfin, pour autant, c'est pas l'océan que je veux célébrer dans ce livre, mais la mer. Ah, oui, bah oui. Voilà. Alors, je commence où? Voilà. Je sais pas. Voilà. Ah oui, parfait. Oui, je suis un peu... C'est le climat de Saint-Malo, voilà. C'est le sel et l'iode qui m'enivrent. Pour autant, ce n'est pas l'océan que je veux célébrer dans ce livre, mais la mer. Il y a dans l'océan, en effet, quelque chose d'hostile qu'il n'y a nullement dans mer, immédiatement accueillante. L'homonymie entre mer, M-E-R, et mer, M-E-R-E, joue évidemment à plein, débouchant d'ailleurs sur une synonymie, comme si le simple fait de dire mer rappelait en nous le souvenir archaïque d'une origine, nos ancêtres ayant un jour surgi de ces profondeurs pour agripper la terre ferme. Les sensations qui s'emparent du corps du nageur ou de la nageuse seraient-elles un écho de la bienfaisante tiédeur du ventre maternel? Cette matrice dont nous n'avons que des réminiscences inconscientes, mais qui persiste bel et bien dans les zones les plus reptiliennes de nos cerveaux. Lorsque nous sommes immergés, retrouvons-nous organiquement notre état amniotique, notre corps étant, rappelons-le, composé à 65% d'eau, un pourcentage montant à 90% pour le seul cerveau? Comment s'étonner dès lors que ce dernier tressaille de plaisir lorsque le corps qui le contient retrouve en quelque sorte son habitat naturel? À l'extérieur de l'eau, à l'intérieur de l'eau, et au milieu, la fine frontière de la peau, caressée des deux côtés. Que demander de plus, à part le retour des sirènes? Quoique les sirènes soient dangereuses quand même. Hein. Oui, mais attention. Tout savoir est dangereux. Voilà, alors je ne sais pas, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez conçu dans ce livre, comment vous l'avez conçu. Hier, je pensais à vous et à votre livre parce qu'on a reçu Éric Orsena pour son livre Ces fleuves qui, entre autres, pour son livre Ces fleuves qui coulent dans nous. Donc vous, c'est pas votre mer intérieure, c'est votre mer imaginaire aussi, c'est votre mère... C'est tout ça. Voilà, oui. Matrice. C'est tout ça. En fait, j'ai voulu, avec ce livre, payer mes dettes. Payer mes dettes à la mer, que je considère être une sorte de bibliothèque liquide, dont les pages seraient d'écume. La mer nous apprend énormément de choses. Elle nous apprend des histoires. Hein. Elle est un trésor, un réceptacle d'histoires, tantôt gai, tantôt tragique. Elle nous apprend beaucoup sur notre corps. Hein. Inutile de vous dire voilà, le plaisir que c'est de sentir la fraîcheur de l'onde et les parfums aussi. Elle nous est aussi un territoire, une porte d'entrée vers un monde qu'on connaît très peu, puisqu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Et oui, la mer m'a construit et je me suis dit qu'il était temps peut-être de lui offrir une sorte de dessiner un livre qui serait comme un archipel, avec une trentaine d'îles dans lesquelles on voyagerait. C'est un peu ma petite odyssée à moi. Et je me suis dit, je vais essayer, sans être exhaustif, de donner, de transmettre l'amour que j'ai pour elle. Donc, ça va des souvenirs d'enfance. Quand je dis mer intérieure, c'est aussi quelque chose qu'on partage, le souvenir du premier bain. On l'a tous, hein, que ça soit... les expériences, la mer c'est aussi l'enfance, donc ça commence par l'enfance. Je parle de mythologie puisque je suis passionné par ça et que c'est très intéressant la mythologie grecque concernant l'océan, parce qu'il y a une hostilité intéressante, il y a ces sirènes, l'Atlantide, tout ça sont des histoires que je voulais un peu retransmettre. Les histoires de trésors, les histoires d'épaves qui sont au fond de l'eau. Moi, je voulais être archéologue sous-marin, donc je suis passionné par ça. Et puis, un bestiaire,
voilà, quelques animaux, une petite bibliothèque liquide à la fin. J'ai choisi 4 textes qui me tiennent à cœur. C'est joli, bibliothèque liquide. Voilà. Et puis une ouverture sur les abysses, parce que c'est maintenant mon désir, c'est mon prochain souhait, c'est-à-dire descendre voir ça, parce que les océanographes dont je parle à la fin, qui m'ont parlé de leur voyage dans les abysses, m'ont raconté combien ils ont, devant ce spectacle absolument subjugant, ont pleuré de joie. Or, les abysses, vous le savez, si vous avez suivi un peu l'actualité, sont en danger aujourd'hui, puisqu'il y a certains dirigeants de l'autre côté de l'Atlantique qui veulent aller forer cet endroit du monde, parce que c'est notre monde, hein. On parle d'explorer la planète Mars, mais il y a la planète bleue, elle est devant nous, elle est sous nos pieds, on la connaît très peu et on va la détruire avant même de la connaître, alors que peut-être se cache non seulement la beauté la plus enivrante, mais aussi les prochaines molécules qui peuvent aussi nous sauver la vie. Il y a des animaux fascinants là-dessous qui parviennent à ralentir leur métabolisme, il y a des formes d'ADN qu'on ne connaît pas, qu'on a découvertes. Il y a une beauté spectaculaire et peut-être notre ligne de vie pour les prochaines années. Et quand on a des enfants, eh bien on pense à ça. Donc je termine voilà, sur ces abysses et sur le plus beau mot de la langue française, qui est le mot de sanctuaire. Et devant un sanctuaire, même quand on ne croit pas à la divinité qui est célébrée dans ce sanctuaire, eh bien on admire, on respecte, on se tait et on écoute ceux qui savent. Et ceux qui savent, les grands prêtres de ce sanctuaire, ce sont les scientifiques. Et je voudrais qu'on les laisse avoir le temps d'explorer avant de tout bousiller. En sont à eux en ce moment? Oui, je reviens de Nice où il y avait 2500 scientifiques donc avant le sommet sur l'océan, là, donc j'ai pu parler avec plusieurs d'entre eux. Ils sont très inquiets, puisque même dans l'océan, au large, au milieu de l'océan, il y a déjà maintenant du plastique à l'état d'atome. C'est-à-dire que ce plastique qu'on a fabriqué, ben en fait maintenant il est dans les poissons, il est partout, dans les organismes, il est en nous, il nous imprègne. Et donc des décisions doivent être prises, il faut écouter les scientifiques, mais parfois les scientifiques ont besoin des écrivains parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et par le récit, par l'imaginaire, on peut peut-être réveiller toutes nos mères intérieures et agir ensemble. Voilà ce que j'ai voulu faire. Génial. Pose une question, c'est fini. Vous en parlez très très bien. Alors juste quand même, je voudrais dire que vous avez le sens de l'image aussi. Alors vous rendez aussi hommage à des gens que vous avez aimés, des proches. Votre grand-père par exemple, André. Et alors j'aime beaucoup cette image parce que je le vois, André. La mer était tout près, au bout de dunes magnifiques, et j'aimais regarder André faire la planche au large, son ventre généreux ajoutant un îlot au paysage. Jamais je n'oublierai le spectacle de cet estomac triomphal émergeant de l'eau qui me rappelait celui non moins généreux de l'ours Balou dans le livre de la jungle, version Disney, que j'avais découvert dans ces années-là. C'est joli, non? Voilà, et ça se passait dans un endroit que vous connaissez peut-être, pas loin du Cap Fréhel, à Plévenon. Je ne sais pas si les gens savent, voilà. Parce qu'André, sa famille était de l'Auquirec. Voilà, ça fait partie de ces Bretons qui sont venus par la pauvreté, au fond, qui sont venus au Havre, donc dans ce quartier breton, le quartier Saint-François du Havre, voilà, d'où vient donc la moitié de ma famille. Dernière chose que je vous demande, c'est dites-nous un mot du poème le plus court du monde. Oui, poème d'Apollinaire. Alors ça, c'est un autre hommage à un de mes professeurs, Jacques Deroire, le biographe de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, Ah oui. qui nous avait, qui un jour nous a dit, je vais vous enseigner, ça peut toujours servir le plus court, enfin l'un des plus courts poèmes de la langue française. C'est dans le recueil Alcool d'Apollinaire. Ça s'appelle Chantre. Et je trouve que c'est un coquillage, un poème coquillage. On entend la mer, je le cite, et l'unique cordeau des trompettes marines. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ce très beau livre. Alors, on enchaîne avec Émine. Émine Dranoui, je vais vous présenter brièvement et puis après on va parler du livre. Donc vous êtes romancière et journaliste. Vous avez été rédactrice en chef adjointe du magazine littéraire, chroniqueuse dans plusieurs émissions littéraires, Des mots de minuit sur France 2, Le bateau livre aussi. Et puis vous êtes l'autrice de 9 livres, dont le premier a été La princesse et le pêcheur, chez Actes Sud en 2007.
Et je ne vais pas tout citer, mais on peut nommer La double vie d'Anna Song, paru chez Actes Sud, pour lequel vous avez obtenu les prix Drouot et le prix Péléas. Il y a eu aussi Les Inconsolés chez Actes Sud en 2020, Un enfant songe d'histoire, toujours chez Actes Sud, pour lequel vous avez reçu les prix Michel Tournier et Essai France Télévisions, auquel s'ajoute aujourd'hui donc le prix Ouest France Étonnant Voyageur pour Ma grand-mère et Le pays de la poésie, paru chez Flammarion. Juste un mot, un prix décerné par 10 jeunes. Parce que personne ne les influence. Il y a le jury des adultes qu'on dit. Moi, quand je les croise, je leur dis le jury des vieux, mais là, il ne faut pas dire ça comme ça. Le jury des adultes qui fait un choix dans un grand panel de livres, et puis il y en a 5 qui restent en lice. En fait, c'est un peu Survivor. C'est qu'au départ, on est 23, ensuite on est 10, ensuite on est 5, et il n'en reste qu'un. Une en l'occurrence. Une en l'occurrence. Et en fait, les têtes coupées le sont par le jury des vieux, comme vous le dites élégamment, pour arriver à 10. Et pour arriver à 5 et à 1, là, ce sont les jeunes qui nous coupent la tête. Alors c'est peut-être parce que c'est le seul que j'ai lu dans la sélection des 5, mais je trouve que c'est mérité. Bravo. Alors on va parler du livre en question, parce que tout à l'heure on en a dit quelques mots pendant la remise du prix, mais là on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc c'est d'abord un portrait, et c'est le portrait de votre grand-mère que vous appelez Ba, le mot pour grand-mère en vietnamien. Et c'est un portrait qui est à la fois très tendre, qui est très précis, mélancolique aussi. Et c'est un portrait fragmenté, puisqu'il y a d'un côté une enquête biographique, l'histoire de Ba, qui s'inscrit dans celle du Vietnam, d'abord sous colonisation française, puis la partition du pays, la guerre du Vietnam, jusqu'aux années 70. Et c'est aussi l'enquête que mène l'écrivaine d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a le portrait de cette femme-là qui est aussi fait à hauteur d'enfant, de l'enfant que vous étiez, du regard de la petite fille, pour qui le Vietnam, c'est d'abord le pays des contes, qui est un pays merveilleux, fantasmé, mais dont la réalité est en fait tout aussi forte. Et entre ces deux pays, il vous faut composer. Donc le livre s'ouvre sur une description de ce lien qui vous unit à votre grand-mère, ce lien tendre, ce lien charnel. Et puis, un jour, vous l'interrogez sur sa bague. Et qu'est-ce que vous découvrez ce jour-là ? Alors, il faut savoir que donc, ma grand-mère, qui a immigré en France dans les années 70, donc, a pris soin de moi et elle m'a élevée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mes parents travaillaient beaucoup. Moi, je suis née en 79. Et elle avait transporté avec elle tous les usages du Vietnam, c'est-à-dire la langue, les bons petits plats et des traditions, y compris la tradition de la sieste avec les petits-enfants. Donc il fallait tout le temps que je fasse la sieste avec ma grand-mère, même si j'en avais aucune envie. C'est qu'au Vietnam, il fait très chaud. Donc souvent, l'après-midi, on ne peut pas faire grand-chose à part roupiller. Et un jour, on a une sorte de compromis avec ma grand-mère. Bon, tu restes tranquille dans le lit, même si tu ne dors pas. Et en échange, on peut parler. Et donc, elle avait une bague qui avait l'air d'être en pâte à modeler dorée, tellement les ciselures avaient été rognées par le temps. Je pensais que c'était son alliance depuis toujours. Je ne m'étais pas posé de questions, pas plus posé de questions, parce que quand vous êtes petit, vos parents sont vos parents, vos grands-parents sont vos grands-parents, et ils n'ont jamais été rien d'autre. Et bien sûr, ils n'ont pas eu de jeunesse, ils n'ont pas connu d'amour particulière, ils sont à votre service. Leur but, et leur seul but dans la vie, c'est de satisfaire vos désirs. Comme beaucoup d'enfants, j'étais une petite dictatrice totalitaire. Et donc, je considérais tout à fait normal que ma grand-mère me câline, me nourrisse, accourt au moindre cri, et prenne soin de moi et me caresse tout le temps. Et donc, je l'ai interrogée sur cette bague en lui disant que son alliance devait être bien vieille pour être dans cet état-là. Et elle m'a dit que ce n'était pas son alliance. Et en fait, son alliance, elle ne l'avait plus. Et alors là, elle m'a tout d'un coup, quelque part, je suis rentrée un peu brutalement dans la vie de ma grand-mère avant moi, même bien avant moi, parce qu'elle avait été un jour une paysanne dans un petit village du nord du Vietnam, très amoureuse de son mari. Et en fait, son mari, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été assassinés le même jour pour des raisons politiques. Et elle a dû fuir avec mon père, qui à l'époque avait 7 ans. Et elle a fui, ça a été très dur, parce qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait construit, et elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Et elle avait aussi une petite fille, et elle l'a perdue aussi. C'était la guerre, c'était difficile. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien.
Et elle a été accueillie par un de ses frères. Et elle était heureuse d'être accueillie, même si, comme mon père me l'a raconté plus tard, en fait, j'ai grandi dans une maison où rien n'était à moi, c'est-à-dire la charité. Ouais, on est accueilli par charité, c'est dur. Voilà, de l'enfance. Et si on vous le fait sentir en plus. Ben, je pense qu'ils ont été assez délicats, mais on le sait quand même, on ne peut pas faire autrement. Et ma grand-mère a été invitée par les femmes de la famille à aller à la pagode, comme on va à l'église. Et elle était contente, c'était un signe d'intégration, c'était un signe qu'on l'accueillait. Sauf que à la fin de la prière, on va dire, il y a un petit bonze qui passe, c'est la quête. Tout le monde donne quelque chose, et ma grand-mère n'a rien. Elle a littéralement que les habits sur elle. Et le petit bonze s'arrête devant elle, elle ne sait pas quoi faire, tout le monde la regarde, elle a honte. Elle donne son alliance, qui est la seule chose qui lui restait de mon grand-père, à part sinon une vieille photo que moi je voyais quand j'étais petite sur l'autel des ancêtres, puisque nous sommes bouddhistes et donc il y a un autel des ancêtres, on honore les ancêtres. Toutes les photos étaient des belles photos et des coiffes de soie, les gens étaient posés en habit du dimanche. Et il y avait cette photo-là, et en fait c'était la photo de mon grand-père, on ne distinguait plus rien, aucun trait, et en fait c'est tout ce qu'elle a maintenant de mon grand-père, c'était l'ombre de son ombre sur ce papier jauni. Et donc ce jour-là, je me suis rendu compte effectivement que ma grand-mère n'était pas simplement une vieille dame douce et pleine d'amour à mon égard, c'était aussi quelqu'un qui avait extraordinairement souffert et qui avait surmonté en silence sans doute un nombre d'épreuves incommensurables. Et donc la politique fait irruption dans votre imaginaire, qui jusque-là était plutôt fait de contes. Pour vous, le Vietnam était le pays des contes. Et on sent à vous lire que vous avez choisi de ne pas choisir entre ces deux couches en fait, de votre rencontre avec ce pays. Il y en a une troisième qui s'ajoute au moment où vous y allez et où encore de nouveaux éléments viennent se greffer. Et comment vous avez fait dans le livre, puisque tout ça se tresse avec beaucoup de fluidité, comment vous avez fait pour rendre compte de ce Vietnam que vous portez en vous et qui est multiple? Je pense que ce n'était pas vraiment quelque chose de réfléchi. D'ailleurs, quand mon premier roman est paru, La princesse et le pêcheur, c'est aussi un roman où apparaît une figure de grand-mère, où apparaissent des contes, et c'est aussi une histoire d'initiation à l'amour et à la mémoire familiale, longtemps effacée et demeurée voilà, sous le tapis. Je pense que j'avais même pas conscience d'écrire sur mes origines. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, moi, j'ai été élevée dans l'universalisme à la française, hein, républicain, et quelque part, mes modèles sont blancs, si je puis dire. C'est-à-dire que nulle part je lis de choses sur le Vietnam, à part justement dans les contes. Mes repères, que ce soit au cinéma, que ce soit à l'école, ce ne sont pas les repères d'une petite fille vietnamienne, évidemment. Et sans m'en rendre compte, encore une fois, quand j'ai écrit cette histoire, parce que j'ai écrit d'autres histoires avant, elles ne faisaient pas du tout allusion au Vietnam. Et là, alors que d'ailleurs, je me souviens qu'on m'a interviewé pour mon pour mon premier roman, et on me demandait les projets pour le deuxième, et je disais ça n'a rien à voir avec le Vietnam, c'est une histoire d'imposture, ça se passe, ça est inspiré d'un fait divers dans le monde de la musique classique en Angleterre. Bon, résultat, quand le livre paraît, finalement, l'Angleterre est devenue le Vietnam, la pianiste est d'origine vietnamienne, elle a toute mon histoire de la lignée maternelle et non plus paternelle cette fois-ci. Donc finalement, je fais un peu comme, vous voyez, les yaourts avec les vrais morceaux de fruits. En fait, je fais des romans avec des vrais morceaux de Vietnam. Et encore une fois, c'est presque malgré moi que ça ressort. Et donc, c'est ressorti sous la forme des contes, c'est ressorti sous la forme des fragments de mémoire familiale que je n'ai jamais eu en entier, j'ai jamais eu le puzzle complet, et donc de ce fait, j'ai intégré les morceaux de puzzle dans des fictions pour leur donner un sens, et donc ça devient des romans sur qu'est-ce qu'on choisit d'hériter ou pas, qu'est-ce qu'on peut se dire ou pas, les fossés générationnels, les fossés, je dirais, culturels, mais aussi les fossés de classe, parce que mes parents sont des transfuges de classe, autant que des transfuges culturels. Ils ont quitté un pays pour un autre, mais aussi une classe sociale, puisque c'était très pauvre, que c'était des petits paysans, pour un autre, à savoir qu'ils sont devenus des scientifiques.
Et mon père le grand drame de mon père, c'est de ne pas avoir eu Polytechnique, d'avoir juste eu l'école centrale. Et alors, ironiquement, ma mère est devenue directrice de recherche au CNRS Polytechnique. Et donc, c'est très impressionnant comme ça sur le papier. Et en fait, dans la réalité, ce sont aussi des personnes qui n'ont pas du tout les codes qui correspondent à ces beaux diplômes. Ils mangent, ils parlent, ils ont les loisirs de petits paysans vietnamiens. Et d'ailleurs, que j'ai reconnu en allant au Vietnam, je vois mes cousins qui sont paysans, ben, ils mangent comme ça, je me dis, ah, mais c'est de là que ça vient. Donc, je me suis égarée. Mais non, je reviens. C'est bon. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est que voilà, le Vietnam réapparaît aussi comme ça, comme une sorte de terre emblématique, finalement, de l'exil, avec l'idée que c'est peut-être l'exil qui fait écrire, c'est le silence qui fait écrire, c'est ce qui n'est pas dit, pas transmis, pas formulé, qui fait écrire. Et ça prend la forme aussi bien de ces légendes vietnamiennes qui, contrairement aux légendes... Alors, contrairement, je dirais, aux contes Disney ou contes Perrault, ou les contes de Perrault revus par Disney, finissent pas bien, finissent souvent dans une mélancolie, un déchirement, une perte. Et au centre de Ma grand-mère et le pays de la poésie, il y a ainsi un conte sur un poète, en fait, que j'ai lu quand j'étais petite, et dont j'ai compris vraiment la portée peut-être que des années après, à savoir que peut-être l'essence de la poésie, c'est le sentiment d'être étranger. Et c'est évidemment, je pense aussi, l'essence de l'écriture, c'est qu'on ne se sent pas à sa place, c'est que ça peut être aussi bien parce qu'on est un exilé au sens strict du terme, mais on est tous en fait des exilés, on s'est tous sentis exilés par rapport à ses amis, ses amoureux, sa classe sociale, sa classe tout court. Et c'est ça qui fait qu'on lit, c'est ça qui fait qu'on écrit aussi, pour renouer, et peut-être pour transformer ce qui au départ est une blessure. Et pour moi, le Vietnam devient le symbole de cette blessure, puisque c'est cette terre qui est la mienne, mais pas la mienne, d'où viennent mes parents, et à laquelle ils sont très attachés, mais qu'ils ont quitté dans le sang et la douleur. C'est peut-être aussi pour ça qu'on essaye de sublimer ces douleurs, ce sentiment d'étrangeté, par les mots, pour en faire de la beauté. Et c'est toute l'idée en fait de cette métaphore du kintsugi que j'utilise dans le livre. Vous savez, le kintsugi, c'est cette idée que voilà, ça vient d'une légende d'ailleurs. Autrefois, un shogun avait un très beau bolaté, son bolaté préféré, il l'a cassé. Il l'a renvoyé dans le pays d'origine, la Chine, en demandant à ce qu'il soit réparé. Et on lui a renvoyé, et les bouts de porcelaine avaient été réagrafés très grossièrement, avec des agrafes de métal. Bon, c'était hyper moche, et puis ça n'avait plus aucun intérêt, puisqu'on ne pouvait plus boire dans le bolaté. Donc, il a appelé ses artisans japonais en disant, bon, trouvez-moi une solution, parce que c'est pas possible. Les artisans japonais sont revenus en disant, eh bien voilà, on a mélangé de la poudre d'or 24 carats avec de la sève, de lac, et on a pu comme ça reconstituer le bolaté. Et c'est devenu aujourd'hui un art, une pratique autant qu'une philosophie au Japon. Avec voilà, tous les objets brisés, on peut les rassembler, et plutôt que de tenter d'effacer les cicatrices, les blessures avec un vernis invisible, c'est possible mais c'est souvent toxique, eh bien on utilise ce mélange qui est une façon aussi de dire, voilà, je n'ai pas honte de mes blessures, je n'ai pas honte de mes plaies, je peux aussi en tirer non seulement une forme d'acceptation, mais aussi de beauté. Et finalement, je me suis aperçue que c'était un geste que j'essayais d'avoir, je ne dis pas que j'ai réussi, mais tout le long de mes livres, à savoir que ces douleurs liées à l'exil, ou, comme j'en parle également dans le livre, j'ai un fils aîné qui est handicapé gravement, qui est autiste sévère. Est-ce qu'à partir de ça et de son silence, on peut tenter de tirer quand même une histoire, un livre, et quelque chose qui va résonner auprès de tous, du moins on l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, parce qu'il y a évidemment beaucoup à dire sur chaque livre, vous avez une rencontre à 16h30, je crois, c'est à l'Univers ? Avec Voilà. les jeunes, le jury. Donc voilà. le dialogue se poursuit. Alors, Jean-Paul Kaufmann, journaliste, a participé à la création du Matin de Paris. Il a fait de la radio avant. Alors, il en parle dans le livre parce qu'en fait, il dit qu'il n'était pas du tout à l'aise avec l'oral et que franchement,
Hein, et ça continue, dit-il. Et franchement, quand il a quitté la radio pour rentrer dans la presse écrite, c'était un soulagement, c'est ça? Exactement. Alors, a été grand reporter pour l'événement du jeudi, a créé la revue L'Amateur de cigares, parce que c'est un bon vivant quand même aussi, Jean-Paul. En 1994, quelque chose comme ça, a aussi beaucoup écrit sur le Bordeaux. Le vin, hein. Vous avez compris. Et puis, après le terrible événement de 85 à Beyrouth, où il est enlevé avec Michel Serra par le djihad islamique, dont il restera l'otage pendant 3 ans, il va se consacrer à l'écriture. Et je me souviens, Jean-Paul, avec quelle émotion vous avez reçu après votre libération. Je crois que c'était le premier festival dans lequel vous acceptiez de venir, parce que la foule, etc., vous faisait un petit peu peur. Et je garde un souvenir très fort de cette rencontre. Alors, des livres qu'on a évoqués donc ici même, L'Arche des Kerguelen, La Chambre Noire de Longwood, le prix Femina Essai, le prix Kessel, entre autres, Remonter la Marne, Venise à double tour. Je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a beaucoup, ni tous les prix qui les ont récompensés. Et puis aujourd'hui, nous allons parler du dernier paru, donc L'Accident, édité en janvier dernier, et qui est, si je ne me trompe, hein, le second livre après La Maison du Retour, paru en 2009, en 2007 peut-être, où vous évoquez ces 3 années d'enfermement, de souffrance, mais toujours avec un pas de côté. Oui, enfin, j'en parle un petit peu quand même. Très peu quand même. Premier et le dernier jour de ma captivité. Mais ce livre, en effet, n'est pas un livre sur cette histoire, sur cet accident libanais, parce qu'il y a 2 accidents dans ce livre. Un accident qui est survenu dans mon village de Cornu, tout près d'ici. 18 jeunes hommes vont mourir un soir de janvier 1949, décapités par les arceaux d'un camion revenant d'un match de football. Et cet accident, c'est mon premier souvenir d'enfance, enfin je crois, car le livre que j'ai écrit porte aussi sur les distorsions de la mémoire, les événements fictifs qu'on croit avoir vécus. Alors j'avais 4 ans et demi à cette époque-là. Est-ce que j'ai vraiment vécu ce jour-là, le 2 janvier 1949, d'autant que mon père aurait dû figurer parmi les victimes puisqu'il accompagnait traditionnellement cette équipe de football. Donc je pense que c'est mon premier souvenir d'enfance. Et là aussi, ces silences qui bruissent de non-dits, dites-vous dans votre livre, eh bien c'est un peu aussi l'histoire de ce livre, car cet accident qui a véritablement traumatisé cette commune de Cornu, on n'en parlait pas. C'était tellement 18 jeunes hommes pour un petit village qui comptait à l'époque peut-être 1000 habitants, donc incapable d'extérioriser sa souffrance, donc ça n'avait pas lieu. Donc il y avait un non-dit, et j'ai vécu avec ce non-dit. On y pensait toujours, on n'en parlait jamais. Donc voilà, alors cet accident, évidemment, scande un peu ce livre. Cet accident de Martigny-Ferchaud, évidemment, il est lié aussi un tout petit peu à cet accident libanais. Bon, il y a une ambiguïté, en effet, sur le titre. Mais comme je le disais tout à l'heure, je relate simplement le premier et le dernier jour de ma captivité. Ce sont les 2 seuls jours où j'ai cru qu'on allait en effet m'exécuter. Donc voilà, c'est un livre qui en effet ne porte pas sur ces années libanaises, mais sur en effet quelque chose qui m'a sauvé la vie pendant ces 3 années, à savoir mon enfance. Alors, moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse, je m'excuse, je sais qu'aujourd'hui... Ne vous excusez pas. Mais, oui, mais... Père boulanger. Oui. Ouais, à Cornu. Cornu, oui. Et donc, c'est cette enfance radieuse, enchanteresse, bienveillante, sécurisante, qui certainement m'a sauvé la vie pendant ces 3 années. Et
bon, je ne vais pas trop insister. Parce que vous la remémoriez. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que pendant la journée, évidemment, je vivais dans cette angoisse, oui, de la mort, de l'exécution, et le soir, eh bien, comme une sorte, enfin, comme Pénélope, un travail de Pénélope à l'envers, je me réparais la nuit. C'est-à-dire que je n'ai fait aucun cauchemar pendant ma captivité. Les cauchemars sont venus après, lorsque j'ai été libéré. Donc cette enfance a été extrêmement bénéfique pour moi. En même temps, c'est une enfance qui parle d'un continent perdu, d'un monde désintégré à jamais. Du même monde que le mien, Jean-Paul. Oui. Ah oui, vraiment, alors de Tinténiac. Ah oui, c'est bien sûr. Oui, oui. Et même, je sais que vous aviez un grand ami à Tinténiac aussi. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est une enfance, c'est vrai. C'est l'enfance. Mais c'est vrai. C'est un fils de commerçant, moi aussi. Voilà, c'est ce monde assez doux, finalement, qu'on avait. Oui, mais alors vous dites à un moment, mes parents sont des héros ordinaires dans votre livre. Et ça vous a renvoyé au vôtre. Je peux appliquer cela aussi au mien. Car il est question aussi, bien sûr, de mer de Saint-Malo, puisque la mer la plus proche de Cornu, c'était l'Éventail, la plage de l'Éventail. Oui. Et ma mère aussi, à Aix-en-Gravert, c'est aussi un portrait de mes parents, et qui répond à cette question toujours un peu énigmatique, un peu mystérieux. Que savons-nous de nos parents ? De quoi nous parle-t-il une fois qu'ils ont disparu ? Et c'est un peu, enfin, c'est une interrogation quand même toujours un peu, oui, énigmatique, mystérieuse. Et ne peut-on en parler qu'une fois qu'ils sont morts, une fois qu'ils ont disparu, comme si le corps finalement mettait, une fois qu'il a cessé d'exister, mettait en évidence en quelque sorte l'être dans sa totalité, comme s'il fallait la mort pour que se révèle quelque chose de fondamental. Et ça va loin, parce que le jour des obsèques de votre mère, vous allez prendre la parole et choquer votre frère, faux frère, en disant que, en fait, vous ne connaissiez pas votre mère. Oui, mais ça, c'est très mal vu, et on me l'a beaucoup reproché. Je pose la question, en effet, pendant... je dois faire. Ma mère m'avait interdit de parler le jour de son enterrement. Je n'ai pas, évidemment, j'ai trahi. Je n'ai jamais promis. Je n'ai rien dit simplement, et j'ai expliqué pourquoi je voulais parler d'elle. Et oui, elle était assez autoritaire. Oui, complexe. Oui, complexe. À la différence de mon père. Votre père avait la pâte joyeuse, vous dites, oui, la pâte de pain, la pâte pour le pain, la pâte joyeuse. Oui, mais ma mère était quelqu'un, en effet, de plus compliqué, plus complexe. Et c'est vrai de poser la question, notre mère, qui était-elle ? C'est toujours un peu délicat. Ça veut dire peut-être... on ne connaissait pas sa mère, mais peut-être qu'on ne l'aimait pas, ce qui est totalement faux. Et ce livre essaie de prouver quand même le contraire. Oui, oui, absolument. Je voudrais que vous nous disiez un mot dans le livre. Je vais lire l'extrait, ça devrait intéresser Christophe aussi, parce que c'est quand même assez étonnant. Si je n'avais pas baigné dans ce monde fleurant le pain chaud et la croûte légèrement toastée, si je n'avais pas respiré l'odeur des moules à gâteau, pain sauté au beurre et le bouquet vanillé de la crème pâtissière, serais-je devenu journaliste et amateur de vin ? L'atmosphère d'une boulangerie peut mener au métier de journaliste. Dans notre profession, l'accent est rarement mis sur l'importance du corps, mais surtout sur la sensibilité sensorielle qu'il exige. Vous pouvez nous expliquer ça mieux encore ? Oui, c'est vrai qu'on parle... oui, évidemment, il y a un sens qui a été beaucoup plus développé chez moi dans cette boulangerie et aussi dans cette église. Deux lieux ont fait mon éducation, en quelque sorte. Cette boulangerie, le fournit paternel, et aussi cette église de Cornu. Un monde d'odeur, un monde oui, où les cinq sens se sont mis à contribution, et principalement
pour moi le plus important, l'olfaction. Oui. Et l'olfaction à voir de toute façon avec le métier de journaliste, vous voyez, sentir, quand un journaliste dans une zone un peu difficile dit je le sens pas, il faut partir très très vite. Pressentir, subodorer, ce sont des mots aussi oui, qu'on peut employer dans ce métier de journaliste. C'est vrai que quand on débarque quelque part, quand on rencontre un acteur, un témoin, les 5 sens doivent être mis à contribution et fonctionner, je dirais, à plein régime. D'abord, vous lui serrez la main, il y a le côté tactile et on a un certain nombre d'informations, l'odeur de la maison, enfin, la lumière. Donc toutes ces choses-là, alors il ne faut pas se laisser non plus trop dépasser par ces 5 sens. Et surtout, il ne faut pas qu'il soit compartimenté. Il faut que ce soit un tout. Oui, un tout, et qu'ils communiquent entre eux, comme on dit, l'œil écoute. Hein, on parle du grain de la voix, le côté tactile de la voix. Donc l'accident essaie de relater toutes ces impressions-là d'enfance. Il y a plusieurs entrées, je dirais, dans ce livre. On découvre vraiment toute votre enfance. Vous avez été un enfant de cœur drôlement assidu. Hein. Ah oui. Oh là là, franchement, vous vous leviez à pas d'heure. Oui, vous faisiez les rogations. Moi, j'ai connu les rogations aussi. Oui. On allait se promener dans les centres. Qui se souvient des rogations? Pas grand monde, mais ça me parle. Voilà, c'est un beau titre de roman. Qui se souvient des rogations? Ben voilà, c'est une idée. Il va falloir. Il y a aussi vos goûts, votre goût pour la lecture, la fureur de lire, en quelque sorte, que vous avez connu très jeune aussi, ça. Non? Oui, les livres. Oui, j'ai toujours peut-être eu un rapport névrotique aux livres. J'ai toujours eu peur d'en manquer, et comme je le raconte souvent, cette hantise, en effet, s'est réalisée pendant ces 3 années où j'ai manqué quelques-uns, où j'ai manqué cruellement de livres. Mais bon, il y avait quand même ces livres que j'avais lus, que je me remémorais et que je racontais aussi à mes compagnons d'infortune, Marcel Carton et Marcel Fontaine. Donc, vous voyez, la lecture m'a sauvé, littéralement. Et vous parlez beaucoup, quand même, dans ce livre aussi, de l'Église, justement, de l'Église et d'un prêtre qui vous a beaucoup marqué, qui n'était pas forcément très aimé, d'ailleurs. Oui, là aussi, il faut savoir quand même qu'on est dans un monde de l'après-guerre. Hein. Oui. C'est un monde où il y a encore, le 2 janvier 1949, il y a encore des tickets d'essence. Il y a encore des tickets pour le pain. Donc c'est un monde élémentaire. Vous voyez pourquoi a lieu cet accident. Il n'y a pas de bus, hein, il n'y a pas de car. Et donc on va faire appel au maire de la commune pour qu'il prête son camion, un camion Dodge. Et c'est ça qui va être fatal pour ces 18 jeunes hommes qui vont mourir ce soir-là. Donc les gens dans cette après-guerre en effet... comme dit Christophe Onodibio, oui, il parle d'un âge où on respectait le temps. Eh bien, c'est exactement ce monde-là que j'essaie de décrire, ce monde de l'après-guerre où finalement les gens n'aspiraient qu'à une seule chose, c'est à retrouver la vie des années 30, hein, et laquelle était exactement la même qu'au temps de Madame Bovary. Vous savez, moi, ce monde rural dans lequel j'ai vécu, les mariages, les noces duraient 3 jours, comme dans Madame Bovary. Hein, un monde rythmé par les comices agricoles, les fêtes mobiles et fixes, etc., la croyance au surnaturel, et avec un très vieux fond païen, comme un Tintignac. Elle est très païenne, c'est vrai.
On le sent tout de suite. Non, mais c'est vraiment... C'est un très beau livre. Et c'est vrai que cette histoire d'accident rythme quand même le livre. Vous y revenez à de nombreuses reprises parce que ça a provoqué aussi beaucoup de culpabilité chez certains. Alors, j'ai vu que vous avez... Ah non, vous aviez pris quelques notes, mais c'était sur le livre de 1030 nuits. J'allais dire... Si vous avez pris... J'allais vous dire, Jean-Paul, si je n'ai pas... Si je n'ai pas... Et sur le livre... Oh, il a lu les 2 livres, c'est bien. Et alors, moi, je leur ai posé des questions. On leur a posé des questions. On les a gardées dans notre tête. On leur a posé des questions. Alors, Jean-Paul, avez-vous une question à poser à Amine? Avez-vous une question à poser à Christophe? Et on finira par ça. Voilà. Justement, oui, ce que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs aussi, c'est un peu... vous parliez du kintsugi, j'aime beaucoup cette métaphore. Hein. Vous savez, les choses sont cassées, mais au lieu de les dissimuler, on les met en avant. Ouais. Il faut surtout pas... ce sont les cassures et ce fil d'or qui essaient de rassembler tout ça. Vous savez que le capitalisme recyclant tout, maintenant, il arrive que des gens arrivent avec une vincelle intacte chez les artistes du kintsugi et leur demandent de la casser pour pouvoir faire du kintsugi. Ouais. Voilà. Donc il faut aussi avoir cet aspect-là en tête, à savoir que tout se récupère et tout se recycle. Ça m'a un peu désespéré quand j'ai appris ça, et en même temps ça m'a fait rire. Voilà. Ce qui me ressemblait. Oui, alors justement, et je me suis aussi un peu retrouvé dans votre livre parce que vous racontez cette légende. J'ai beaucoup aimé votre livre, c'est un moment de grâce pour moi. Et vous racontez la légende de Tutuc, là, j'ai beaucoup aimé. Et moi, mon livre, c'est un livre contre la nostalgie. Je déteste la nostalgie. Je pense que c'est un ressassement qui, à la longue, devient mortifère. Et vous dites à un moment, c'est un héros, retrouver ce qui a eu lieu dès qu'illusion. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça le sujet de votre livre aussi. Hein? Oui, naturellement. Alors, mon cher Jean-Paul, je vais vous demander de poser une question assez rapidement à Christophe aussi, parce que c'est aussi... Répond bien. Oui, mais alors justement, là, il dit un moment, et c'est un peu aussi ce que j'ai essayé de faire, vous dites « je paie mes dettes ». Alors, essayez de préciser un peu de quelle façon vous essayez. Qu'est-ce qu'on a pour payer? Quand on écrit, avec des mots. Déjà, voilà, en espèces... Les mots sont aussi des espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. Vous parliez de la synesthésie, des sons, des sens. Non, je paye mes dettes parce que quand on a beaucoup appris, quand une mère, M-E-R, M-E-R-E, les deux, hein, confondus, c'est un peu païen aussi, soyons païens. Je propose le retour du paganisme à Saint-Malo. Mais en fait, il est déjà là, puisque... Non, mais quand on... Il est déjà à ma droite. Voilà. Non, mais quand on nous donne quelque chose, j'aime bien l'idée de contre-don plus que de dette. Voilà, le contre-don. Voilà, donc j'essaie de contre-donner. C'est toute l'histoire de la littérature d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on tisse une espèce d'immense toile où on dialogue avec des disparus et on espère que on leur rend un peu de ce qu'ils nous ont donné à travers nos livres, en les citant, en les reprenant, en les prolongeant. Et juste, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire sur au moment de la mort, comme si l'être se manifeste, une sorte d'épiphanie, mais en plus qui dure très très longtemps. Donc pas juste une épiphanie. Et donc c'est ça, payer ses dettes, c'est aussi rentrer peut-être, rentrer encore plus dans ce grand tout où il y a à la fois la mer, les êtres qu'on a aimés, et une certaine idée du cosmos, quoi. Voilà, d'une harmonie que la littérature parvient justement à donner, peut-être plus qu'aucun autre art, parce que tout est intérieur. Tout est intérieur. On ne peut pas vous imposer une image. L'écrivain essaie et ensuite l'image se fabrique au fond de votre cerveau. Les parfums, un mot qui dit un parfum devient le parfum lui-même. Donc c'est ça, voilà, le grand tout de la littérature. On va s'arrêter là, parce que sinon on y passe l'après-midi. Moi je serais ravie, mais il y a d'autres... Il y a d'autres auteurs qui vont venir nous rejoindre. Je rappelle les titres des livres. Jean-Paul Kaufmann, L'accident chez Équateur Littérature. Le livre de 1030 nuits, Ma grand-mère et le pays de la poésie, chez Flammarion. Et puis le livre de Christophe Onodibio, Mer intérieure, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous tous.